Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. La Coupe du Monde va être folle, ce sera un été historique. Il arrive, pas tout de suite, on a encore un peu de temps, 6-7 mois avant de vivre ce mi-juin. J'ai trop hâte, ça va être dingue. Mais les amis, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait un petit moment, il s'est passé des choses sur la planète foot. Alors hier soir, Achraf Hakimi élu Ballon d'Or africain, félicitations à lui, bien mérité. L'Atlético Madrid aussi, j'ai vu ça passer, racheté par un consortium américain, ça les valorise à 2 milliards d'euros, ils ont acheté 55% l'Apollo Group, et peut-être de gros investissements à venir. Côté Colchonero, on suivra ça sur les prochains mois. On a une semaine de foot qui arrive aussi, assez délirante, déjà ce week-end en Ligue 1, parce que je me suis replongé dans la Ligue 1, Lens-Strasbourg, méga match, Rennes-Monaco, potentiellement le retour de Paul Pogba, méga match, Arsenal-Tottenham, dimanche 17h30, derby du nord de Londres pour bien démarrer la soirée et la prolonger, avec Inter-Milan, derby della Madonnina, tout en haut, tout au sommet de la Serie A, et après la semaine de Champions, Chelsea-Barça, mardi soir, pas mal, Arsenal-Bayern, peut-être numéro 1 contre numéro 2 en Europe, dans l'ordre que vous voulez en ce moment. Mercredi 21h, Atlético-Inter, c'est sympa aussi. Et Paris-Tottenham, remake de la Super Coupe d'Europe. Ça va être une très très belle semaine. Mais avant d'y replonger, je vous propose un petit récap de ce qui a été une énorme trêve internationale. Il y a quelques semaines, la liste des pays qui étaient qualifiés pour la Coupe du Monde, ils se comptaient grosso modo sur les doigts de deux mains. Peut-être demain avec une légère mutation, c'était peut-être 11 ou 12 nations. Aujourd'hui, c'est 42 sur 48. 4 billets ont été distribués à des nations qui joueront la première Coupe du Monde de leur histoire. Donc Jordanie, on le savait, Ouzbékistan aussi, Cap-Vert, et ils ont été rejoints par nos amis de Curaçao, dont on va discuter très très vite. 4 billets ont été distribués à des nations qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde au XXIe siècle, qui reviennent depuis 74 ou depuis 98. On ne les avait pas revus, on va en discuter aussi. Il reste donc 6 places qui vont être décidées en mars. Alors 16 sélections européennes vont se les disputer dans des barrages où vous devriez avoir, à l'heure où vous m'écoutez, le tirage au sort des barrages, parce que je crois qu'il a lieu à 13h ici, il est 12h30 à l'heure où je m'enregistre, mais donc 12 des 16 ici qu'on voit vont être éliminés, 4 vont ressortir avec un billet, c'est Italie, Danemark, Turquie, Ukraine, Pologne, Pays de Galles, République tchèque, Slovaquie, Irlande, Albanie, Bosnie, Kosovo, Suède, Roumanie, Macédoine du Nord, Irlande du Nord. Il pourrait y avoir un barrage Irlande du Nord. On va en reparler. Mais donc ça, c'est la situation en Europe. 6 sélections vont aussi se battre pour 2 places dans les barrages intercontinentaux. La RDC et l'Irak n'ont qu'un seul match à jouer. Ils affronteront soit Jamaïque, Bolivie, Suriname ou Nouvelle-Calédonie. Tous ces matchs se tiendront au Mexique. Tous ces matchs se tiendront en mars. Ça va être une méga trêve internationale. Il ne faudra pas la rater. Donc en attendant, je vous propose un petit récap de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Avant ça, petit shout-out aux commentaires d'or. La dernière fois dans ma vidéo, je mettais en place cette rubrique, le meilleur commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dès maintenant pour potentiellement être dans la vidéo suivante, le meilleur commentaire de la vidéo. Sur ma vidéo du coup des enseignements, c'était celui-ci de Lucas Bouscara qui me disait « J'ajouterais comme point bonus pour le relationnisme que ça permet de créer potentiellement des décalages sans avoir besoin de passer par des différences individuelles. Le jeu en une touche, les 1, 2, 3 constants permettent à des joueurs moyens qui n'ont pas la capacité de dribbler, prendre de la vitesse, de faire des différences. Ça peut augmenter le niveau plancher d'une équipe sans superstar, par exemple. » Un avis de plus sur le fameux relationnisme. Laissez-moi votre commentaire d'or. En attendant, c'est parti pour ce petit récap de trêve. Mon premier renseignement, on va aller de 10 à 1 en fonction de ce qui est peut-être le plus intéressant, le plus costaud. Le premier renseignement, pas de Nigeria et pas de Cameroun, parce que oui, les barrages africains, ils allaient toujours être impitoyables, seulement une nation à sortir, et même pas qualifiée, seulement pour le barrage intercontinental, une nation à sortir entre Nigeria, Gabon, Cameroun et RDC, et donc, c'est la RDC. La RDC de Chancel Mbemba. Quel héros absolu,
buteur, temps additionnel contre le Cameroun dans la demi-finale, le seul but du match. Il a failli remettre la même chose, sur coup de pied arrêté d'ailleurs, contre le Nigeria dans le temps additionnel de la prolongation. J'avais raté ça, mais sa tête, elle est sortie. Ça aurait été fou. Ça a quand même été fou, parce qu'il a marqué, bien sûr, comme vous le savez, le penalty victorieux dans la séance de tir au but. Quelqu'un avait jeté une bouteille d'eau devant lui sur sa course d'élan. Il n'a pas tremblé. Il a emmené la RDC au barrage. Incroyable. Quel héros absolu. Les léopards de Sébastien Desabre le font. Et très content pour eux, parce qu'on les avait déjà bien aimés à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et on en parlait il y a quelques temps dans cette vidéo sur la zone Afrique. On disait que le Zaïre en 1974 avait été au mondial, mais la RDC, sous la dénomination RDC, République démocratique du Congo, jamais. Donc, s'ils le font effectivement, on peut considérer que c'est une première qualification de l'histoire de ce pays. Est-ce qu'ils le feront donc contre Jamaïque, Bolivie, Suriname ou Nouvelle-Calédonie? Ils seront favoris de n'importe lequel de ces match-ups. Donc potentiellement la RDC au mondial, incroyable. J'avais aussi envie de rebondir sur les éliminations donc confirmées du Cameroun et du Nigeria, parce qu'avant les qualifications de Maroc et Tunisie, vous voyez ici 2026 pour les deux, et ben Cameroun et Nigeria c'était les deux nations avec le plus, le Cameroun l'est encore, le Nigeria était à égalité avec Maroc et Tunisie, c'était les deux nations avec le plus de qualifications à la Coupe du Monde. Ce sont encore aujourd'hui les deux nations avec le plus de matchs gagnés à la Coupe du Monde, Cameroun et Nigeria. L'élimination du Cameroun, l'élimination du Nigeria, c'est un big deal, c'est pas n'importe quoi. Sur les 5 joueurs les plus valorisés de la Confédération africaine, il y a un Nigérian, Victor Osimhen, il y a 2 Camerounais, Mbeumo et Baleba. Le mondial se fera sans eux. La zone Afrique est absolument impitoyable. J'avais envie de revenir sur la Norvège triomphante. Énorme enseignement aussi de ces derniers jours et de cette phase de qualification. Il aurait fallu un désastre pour qu'ils ne terminent pas premier. Ce désastre, il n'a pas eu lieu à San Siro et au contraire, ils ont battu l'Italie 4-1. Ils avaient battu l'Estonie 4-1 aussi, un match plus tôt. Ils ont écrasé leur groupe, la Norvège. Ça, c'est le but de Strand Larsen. Dans le temps additionnel, ils ont absolument écrasé leur groupe. 32 points, 24 points, je veux dire 8 sur 8. 32 de différence de but. 37 buts marqués. C'est la meilleure attaque de toute la zone euro. Il n'y a aucune autre sélection qui a dépassé les 30. 37 buts, 8 matchs, 8 victoires. Erling Haaland, 16 buts marqués en qualif, de très très loin le meilleur buteur, parce que derrière c'est Arnautovic, Kane et Memphis qui sont à 8. Martin Odegaard, le meilleur passeur de la zone euro, en ayant raté les 3 derniers matchs. 7 passes D pour lui. Ils ont mis donc 7-1 cumulé, 3-0 à l'aller, 4-1 au retour à l'Italie. La Norvège non seulement retourne au mondial pour la première fois depuis 1998, la première fois au XXIe siècle qu'ils vont jouer à la Coupe du Monde. Il y a 1 ou 2 générations de Norvégiens qui n'ont jamais vu leur nation à la Coupe du Monde. Ils y retournent. Et non seulement c'est un moment d'histoire en Scandinavie, mais ils arrivent aussi, je trouve, comme une équipe très sérieuse qui postule à jouer des tours avancés, qui est bâtie pour et qui va être redoutable. Ils sont en plus chapeau 3 de ce que j'ai vu. Donc ça va clairement créer un méga groupe de la mort. L'Italie de leur côté, alors au moment où vous voyez cette vidéo, comme j'ai dit, vous connaissez sans doute leur adversaire dans ce premier tour de barrage. Ils vont devoir gagner 2 matchs pour aller à la Coupe du Monde ou alors risquer de rater 3 mondiaux consécutifs. L'Italie est en galère. Ils seront sans doute favoris de leur match-up, mais ça va être compliqué, comme c'était compliqué la dernière fois. Je crois qu'ils peuvent rejouer du coup la Macédoine du Nord, comme ça avait été le cas la dernière fois où ils avaient été éliminés. Incroyable situation de l'Italie, qui non seulement n'a pas été bonne, mais aussi pas de chance de tomber contre une Norvège assez redoutable, qui a fait la meilleure phase de qualif de toute la zone euro. Voilà pour la Norvège. Les autres copains scandinaves, il n'y a que 3 véritables pays en Scandinavie, sinon on parle les pays nordiques. Mais en Scandinavie, il y a la Norvège, il y a la Suède, et pas la Finlande, mais le Danemark. Les autres Scandinaves, donc Suède et Danemark, survivent, mais c'est l'inverse de triomphal pour eux. Le Danemark est tombé en Écosse, on va en reparler tout à l'heure, ils doivent passer par les playoffs donc. La Suède, calamiteuse, battue 4-1 par la Suisse. 0 victoire en 6 matchs pour la Suède.
un des pires parcours de qualif de toute la zone euro. Je crois qu'avec 2 points en 6 matchs, il y a seulement Gibraltar, Andorre, Liechtenstein, Moldavie, Saint-Marin, Luxembourg et Azerbaïdjan qui ont fait pire qu'eux. Et pourtant, ils vont quand même avoir une chance de se qualifier parce qu'avec leur parcours en Ligue des Nations, ils vont disputer les playoffs. Mais honnêtement, ils ne méritent pas. Cette Suède de Jan Dahl Tomasson qui les a sabotés avant que Graham Potter arrive il y a quelques semaines. Cette Suède est pas bonne du tout. Ils ont pourtant la 8e valeur marchande cumulée sur Transfermarkt. Donc, les joueurs, ils les ont. Isak, Gyökeres, Elanga, Bergvall, Hugo Larsson, Isaac Hien, même Ayari, Svensson, Rooney Bargi. Ils ont des bons joueurs. Leur sous-performance est dantesque. Est-ce qu'ils vont tout de même arracher un billet pour la Coupe du Monde ? Pour l'instant, ils ne le méritent pas. C'est possible. En 2 matchs, c'est possible. Mais c'est vraiment pas glorieux pour eux. Donc, les Scandinaves survivent sans les honneurs pour la Suède. Le Danemark peut encore le faire. Et eux aussi. Mais on verra s'ils rejoindront la Norvège. Mon 4e enseignement, c'est sur Suisse et Autriche, qui seront au rendez-vous. Et pour la Suisse, c'est pas surprenant. Ils ont fait un très très beau parcours de qualif. Où est-ce qu'ils sont, nos amis suisses ? Ici, avec 4 victoires, 2 nuls dans le groupe de Kosovo, Slovénie et Suède. Le métronome suisse, on le sait, est extrêmement régulier. Ils ont fait les 5 dernières Coupes du Monde, 4 fois sur 5 en atteignant les 8e de finale. Ils sont très réguliers à l'Euro aussi, ils sortent de 2 quarts de finale consécutifs à l'Euro. La Suisse est 17e au classement FIFA, c'est une des places fortes du foot mondial. Ils seront de nouveau à la Coupe du Monde, leur 6e consécutive. Ils ont toujours, contre le Kosovo, ce 11, toujours Kobel, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez, il est toujours là. Xhaka, Vargas, Mbolo, sur le banc, Dan Endoy. Et juste voir le nom d'Ebischer, ça me rappelle de bons souvenirs de l'Euro 2024, où je regardais les matchs de la Suisse sur le stream de la RTS. De bons souvenirs, trop hâte de la Coupe du Monde, trop hâte de remettre ça bientôt. Ils seront au Mondial, pas trop surprenant. En revanche, l'Autriche, waouh, ça c'est quelque chose. Il y avait juste à voir les réactions à Vienne dans ce match nul arraché contre la Bosnie. Ils ont égalisé à la 77e minute Gregoric pour effectivement finir premier et composter leur billet direct pour la Coupe du Monde. Moment d'histoire parce que c'est le premier mondial pour l'Autriche depuis 1998. Comme la Norvège, ils retournent au mondial pour la première fois au XXIe siècle. Les gars de Ralf Rangnick l'ont fait. Est-ce que c'est en quelque sorte l'aboutissement du projet Red Bull? Dans le 11 qu'ils ont aligné contre la Bosnie, j'ai compté 6 joueurs qui sont passés soit par le RB Salzbourg, soit par le RB Leipzig, soit par les deux. Et il y a des joueurs clés, bien sûr Konrad Leimer, Zabitzer, Baumgartner, Seiwald, Schlager le gardien, et l'architecte de tout ça, Ralf Rangnick, le sélectionneur de l'Autriche. Leur jeu basé sur la pression, l'énorme volume de course, c'est le foot Red Bull qui envoie l'Autriche au mondial, où ils seront dans le 2e chapeau. Alors que la Norvège, donc comme on dit, chapeau 3, ce sera un sacré épouvantail. Pour la Norvège, il y a peut-être une question sur à quel point Alaba sera fit, en forme. C'est le dernier grand défi de sa carrière. Mais il joue encore avec l'Autriche. Alors il n'était pas là sur le dernier match contre le Kosovo. Contre Chypre, il était suspendu, mais avant ça, en septembre et en octobre, il avait joué les 4 matchs de cette trêve-là titulaire. Les 4 matchs avec le brassard. Je crois qu'il a joué plus de minutes avec l'Autriche que le Real Madrid, David Alaba. Mais Alaba à la Coupe du Monde, ce qui n'est jamais arrivé, ce serait assez beau. Et ça, c'est donc la situation de l'Autriche. J'ai vu leur résumé grâce à NordVPN, vidéo sponsorisée par NordVPN. Vous connaissez mon affection pour NordVPN. Non seulement se protéger, mais en plus, vous pouvez vous géolocaliser dans des endroits qui vous permettent d'avoir accès à du contenu qui est normalement géobloqué. J'étais par exemple, je me suis connecté en France pour voir, moi je vis aux Pays-Bas, donc je me suis connecté en France pour voir pas mal de résumés sur la chaîne YouTube de l'équipe, qui a plein de bons résumés, longs résumés. Mais Autriche-Bosnie, par exemple chez moi, aux Pays-Bas, là il y avait un truc de 8 minutes. Vous aurez pu aussi vous localiser, j'aurais pu me localiser en Autriche sans doute, et avoir de bons résultats. J'adore NordVPN pour avoir accès à des longs résumés, des longs formats, et ne pas dépendre uniquement du contenu qu'on me donne dans mon pays. En voyage aussi, c'est top. Vous avez avec le lien en description la meilleure offre NordVPN possible, l'offre Black Friday, 28 mois
de NordVPN pour 80,73 €. nordvpn.com/Willou, lien en description. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et m'avoir permis de regarder un long format de pas mal de matchs. L'Autriche, c'était déjà accessible chez moi aux Pays-Bas, mais pas mal de matchs. Notamment, peut-être la Belgique. J'ai peut-être regardé la Belgique sur la chaîne YouTube de l'équipe. Un mot pour mes amis belges qui n'ont pas été impériaux absolument dans leur groupe de qualif. C'est 3 matchs nuls en 8 rencontres, mais ils ont quand même fait le taf contre le Liechtenstein 7-0 pour aller chercher une 4e Coupe du Monde d'affilée. Et moi qui suis né en 1994, la première Coupe du Monde que j'ai vue, c'était pas 98, j'étais trop jeune, c'était 2002. Après, ils n'ont pas été là en 2006, ils n'ont pas été là en 2010, ils sont revenus bien sûr en 2014, la génération dorée. Mais tout ça pour dire que 4e mondial d'affilée que la Belgique va jouer, pour moi, dans mon enfance, c'était pas du tout donné. On est très loin de l'époque d'Éric de Flandre et Daniel Van Buiten. De Flandre a joué qu'un seul match à la Coupe du Monde 2002, mais en tout cas en phase de groupe, mais c'était un joueur de l'OL, donc je connaissais bien. On est loin de cette époque. Et on est aussi loin de la génération dorée sans doute de 2014 et 2018. Actuellement, la Belgique, je crois, n'a pas très très bien joué sur cette phase de qualif. J'ai pas vu de match en entier, mais j'ai pas eu de très très bons retours. Le fait que Rudy Garcia soit le sélectionneur, ça me dit rien qui vaille. Je sais que le mood n'est pas très bon. Tout ce que je vais dire avec la Belgique, c'est que sur le papier, je trouve quand même qu'il y a la matière. Le pool de gardiens, Lamens, Penders, Matsels, et bien sûr avec le retour de Thibaut Courtois qui va prendre sa place de numéro 1, ils sont bien lotis. Déjà, tu as Courtois dans les buts. Tu as une chance, je trouve, dans quasiment n'importe quel match à élimination directe avec lui dans les cages. Ensuite, j'aime bien la nouvelle génération de défenseurs centraux, Théat, De Winter. Je kiffe De Kuiper, Joachim Seiss aussi potentiellement. Sur les côtés, au milieu de terrain, ils ont toujours Tielemans. Est-ce que c'est l'associé à Amadou Onana quand il reviendra ? J'ai vu que Raskin a joué là sur le dernier match. Est-ce que c'était intéressant ? Peut-être qu'au milieu de terrain, il leur manque un petit peu, par exemple, un Romeo Lavia qui aurait totalement éclos, qui aurait pu enchaîner les matchs sans blessure à Chelsea. Peut-être ça, c'est le futur de la Belgique. Mais sinon, même sur le niveau actuel, et sur les mecs qui peuvent amener au mondial demain, Selmakers est en train de vivre le prime de sa carrière sur le début de saison à Milan. Il est incroyable. Je crois numéro 1 en Serie A, peut-être en dribble réussi et en interception réussie ou un truc comme ça. Top début de saison de Selmakers dans le Milan d'Allegri. Diego Moreira de Strasbourg, incroyable de l'avoir. Et il y a toujours Trossard, et il y a toujours Openda, et il y a toujours Van Aken, et il y a surtout notre ami Jérémy Doku, qui est match après match en train de confirmer son statut comme un des 10 meilleurs joueurs de la planète sur ce début de saison. Et honnêtement, top 10, c'est peut-être trop bas pour lui, peut-être top 5. Meilleur ailier gauche du monde sur le début de saison, ça se tape avec Luis Diaz, mais pour moi c'est au-dessus. Et encore une fois, c'était juste le Liechtenstein, il a marqué un doublé, a été très vivace, a donné une passe décisive aussi, a fait un top match, mais je trouve qu'il est vraiment en train de grimper de niveau de match en match, ce qu'on a montré à Manchester City là sur les dernières semaines. On a beaucoup parlé de Jérémy Doku récemment, et il peut être un des joueurs majeurs de cette Coupe du Monde. Du coup, perso, je trouve qu'il y a quand même de la matière en Belgique, et on n'a pas parlé de Malik Fofana, qui à un moment va revenir, donc c'est la même position que Doku, mais il y a peut-être quelque chose à créer, comme avec Doku un petit peu plus intérieur sur certaines phases qu'on voit avec Manchester City, pour quand même jouer avec Fofana, ou alors le faire entrer en sortie de banc. C'est pas mal, il y a De Bruyne qui va revenir, mais quel rôle exactement pour lui ? Il n'a pas pris sa... Je ne sais même plus s'il a pris sa retraite internationale, De Bruyne. Est-ce qu'on peut le voir faire une last dance à la Coupe du Monde ? Bon, déjà, il faut qu'il revienne fit avec Naples. Mais où est-ce qu'en est King Kevin ? Non, il aurait dû être là. Il était là au rassemblement d'octobre. Avait planté un doublé contre le Pays de Galles. A même pas mal scoré sur cette phase de qualif. Donc, De Bruyne, quand il reviendra de sa blessure, après le penalty marqué l'autre jour, on s'en souvient. Quand il reviendra de sa blessure, il sera sans doute là. Romelu Lukaku aussi. Et les joueurs dont on a déjà parlé. Honnêtement, il y a du talent en Belgique et je trouve que parce qu'on n'est pas... Et Vermeeren d'ailleurs, Vermeeren, que j'ai trouvé très très bon à Marseille sur les 2 derniers matchs. C'était contre Brest et... Non, après c'était le mauvais match de l'entrejeu marseillais contre le Sporting où je me disais, ou peut-être l'Atalanta. En tout cas, Vermeeren, je pense, peut devenir un joueur clé de Marseille, peut-être à temps pour disputer la Coupe du Monde aussi. Donc honnêtement, avec la Belgique, je sais qu'on n'est plus dans la fameuse génération dorée, mais
Mais la fin de cette génération dorée, honnêtement, elle a amené aussi une génération argentée où il y a peut-être moins de top talents à leur prime, mais où tu as vraiment 25-30 joueurs qui sont, je trouve, assez pertinents avec lesquels construire un effectif. Donc, Rudy Garcia, je veux pas d'excuses, honnêtement, il a de la matière, cette équipe, elle doit être capable de mieux jouer, et si Jérémy Doku continue d'élever son niveau comme ça de semaine en semaine, je suis pas effondré sur les chances de la Belgique. À voir s'il récupère tout le monde et qu'est-ce que ça donne. Mais donc ça, c'est pour nos amis belges. Nos amis portugais. Le Portugal, sans cré-cré, sans surprise. D'abord, ils ont éclaté l'Arménie 9-1 et validé leur billet direct pour le mondial. Ils en avaient besoin parce qu'ils avaient perdu contre l'Irlande de Troy Parrott sur le premier match de cette trêve. Donc ils devaient gagner, ils ont gagné 9-1. Ce qui m'a beaucoup intéressé sur cette trêve, le match contre l'Irlande, Ronaldo exclu pour un mauvais geste, carton rouge, ce qui devrait vraisemblablement conduire à des matchs de suspension au mondial. On parle de 2 matchs de suspension, les 2 premiers de la phase de groupe. Alors à voir, parce que j'ai vu qu'il était hier ou avant-hier avec son ami Donald pour peut-être faire baisser l'absence, la suspension. Mais honnêtement, si Ronaldo manque les 2 premiers matchs de phase de groupe de la Coupe du Monde 2026, je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour le Portugal. Et c'est pas de manquer de respect à la carrière de Ronaldo de dire ça, mais on l'a vu au Qatar et on l'a vu de manière encore plus saillante à l'Euro 2024. Il vampirise le jeu du Portugal et les tire pas dans la bonne direction en tant que titulaire. Ne serait-ce que sur les coups de pied arrêtés où il les tape tous, alors qu'on a vu il y a quelques jours contre l'Arménie que João Neves qui a envoyé un missile téléguidé barre rentrante. Regardez la réaction de mon ami Renato Veiga. Il y a de meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés au Portugal que Cristiano Ronaldo, c'est assez clair. Et même dans le jeu en général, une équipe avec moins de décrochage de Ronaldo à l'intérieur du jeu, plus d'articulation autour de la machine Vitinha-Neves, l'architecture qui fonctionne très très bien au Paris Saint-Germain et qui peut apporter beaucoup de choses à cette équipe portugaise. Honnêtement, le Portugal aussi pour moi a beaucoup de matière. J'ai vu contre l'Arménie les entrées de Carlos Forbes qui avait été top avec Bruges contre le Barça, Conceição, c'est un bon entrant, Mateus Nunes aussi. T'as cet axe, donc Renato Veiga, Ruben Dias devant Costa, je pense ça peut être un vrai triangle fer. Rafael Leao qui est revenu à un niveau très très intéressant sur le début de saison avec l'AC Milan, j'espère qu'il va pouvoir enchaîner. J'ai pas vu de match complet du Portugal, mais je pense que l'avenir de cette nation, effectivement, il s'articule plus autour de cet entrejeu où tu ajoutes Bruno Fernandes et c'est pas mal du tout, qu'autour des décrochages de Ronaldo pour participer au jeu. Donc, mon avis qui a été forgé en 2022, renforcé en 2024 et pas particulièrement affecté par la Ligue des Nations où Ronaldo a scoré et a fait ses stats, je pense qu'il serait meilleur dans un rôle de super sub. Je pense que le Portugal peut tenir quelque chose, qu'ils ont aussi une magnifique génération avec plein de top talents et construire ton projet de jeu plutôt autour de ça que de ce qu'on a vu à la dernière grande compétition, au dernier Euro. C'est un modèle pour un Portugal prétendant au titre. Donc cette suspension de Cré-Cri, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. On verra combien de temps c'est exactement. Je ne sais pas si ce sera les 2 premiers matchs. Mais peut-être que ça peut te mettre sur la trajectoire, sur la bonne trajectoire au début de la prochaine Coupe du Monde. Alors là, on commence à arriver aux très très belles histoires. D'abord, l'Irak de retour dans son barrage avec les Émirats Arabes Unis, qui était un barrage aller-retour. Ils l'ont emporté 2-1 à Basra en Irak. Ils étaient menés 1-0. Ils ont renversé le match en seconde période et inscrit un penalty à la 107e minute pour gagner 2-1, pour se qualifier pour les barrages et potentiellement jouer leur premier mondial depuis 1986. Faudra jouer le barrage. Le barrage, il sera pas facile. Le barrage, il sera contre soit Jamaïque, soit Bolivie, soit Suriname, soit Nouvelle-Calédonie. Il y a encore un match. Mais cet Irak est pas loin de jouer son premier mondial depuis 40 ans. Donc, magnifique. Je dois dire assez content que ce soit eux qui passent et pas les Émirats Arabes Unis de
Par exemple, Nicolas Jiménez, Luan Martins Pereira, Bruno, Caio, Pimenta. Drôle d'équipe nationale qu'a présenté les Émirats Arabes Unis. Et on verra si l'Irak va au bout à la fin. Mais belle histoire pour eux. C'est pas la plus belle histoire de toutes. Parce qu'il s'est passé des choses encore plus folles sur cette trêve internationale. L'Irlande, ça c'était n'importe quoi. Le délire total, vous avez sans doute déjà consommé tout ce qu'il y avait à consommer là-dessus. Mais ils étaient derniers du groupe après 3 matchs. Ils avaient un seul petit point après 3 matchs. Ils se sont présentés à cette trêve avec 4 points en 4 matchs. Ils avaient quoi? L'Irlande, ils avaient perdu contre l'Arménie en septembre. Les derniers du groupe, l'Irlande était en dessous d'eux. Ils sont arrivés à cette trêve. Ils ont déjà battu le Portugal 2-0, doublé de Troy Parrott pour entretenir le rêve. Ça sentait pas bon avant le début de cette trêve, mais là, ils peuvent aller à Budapest et potentiellement éliminer la Hongrie, se qualifier à la 2e place pour le barrage derrière le Portugal. En Hongrie, à Budapest, ils étaient menés 2-1 à 10 minutes de la fin. Troy Parrott, qui avait marqué un doublé contre le Portugal, marque un doublé ici, puis le triplé sur le dernier ballon du match. On est au-delà du temps additionnel. Keller allonge, déviation, et il surgit avec la semelle. Incroyable scénario en Hongrie. Absolument fou. L'aéroport de Dublin sur Twitter qui s'est renommé Troy Parrott International Airport. Oui. Les hommes d'Eimir Hallgrímsson, qui était hyper décrié en Irlande, lui l'ancien co-sélectionneur de l'Islande, qui a troqué le S pour le R et qui est devenu coach de l'Irlande il y a quelques temps. C'était un parcours désastreux qu'ils étaient en train de faire. Ils font 9 sur 9 sur les 3 derniers matchs. Ils remontent la Hongrie dans un scénario délirant. Ça va être très dur parce qu'il faut encore gagner 2 matchs de barrage. Donc pour l'Irlande, ce sera, je pense, contre le pot 2. J'imagine d'abord un adversaire, soit Pologne, Pays de Galles, République tchèque, Slovaquie, et ensuite en regagner un autre. Mais au bout, il y a potentiellement la première Coupe du Monde pour eux depuis 2002. Nous, on leur avait volé une place à l'époque. Ce serait beau qu'ils y retournent. Ça pourrait potentiellement être un barrage Irlande contre Irlande du Nord. On voit la 3e guerre mondiale venir de plein de régions du monde, mais on n'avait pas encore pensé à ça. La trêve de mars, ça va être quelque chose. J'espère que l'Irlande ira au bout. La magnifique histoire qu'ils ont commencé à écrire ici doit avoir une suite. Mais donc, l'Irlande de Troy Parrott, ça peut pas être le sommet du sommet de cette trêve internationale, malgré le scénario fou à Budapest, parce qu'il y a eu encore plus fou. Il y a eu l'Écosse. Alors, l'Écosse, comme la Norvège, comme l'Autriche, ils sont allés chercher qualification directe, ils l'ont leur billet pour leur première Coupe du Monde depuis 98. Donc, comme la Norvège, comme l'Autriche, au moins une génération et potentiellement 2 générations d'Écossais qui n'ont jamais vu leur pays à la Coupe du Monde. Ils l'ont fait en battant le Danemark. Et sincèrement, les gars, si vous n'avez pas encore vu un résumé, je ne pourrais pas faire quelque chose de mieux que d'aller voir simplement un résumé. Je ne peux pas décrire ce qui s'est passé, je ne peux pas décrire ce retour acrobatique de McTominay ronaldesque au bout de 3 minutes pour déjà mettre Hampden Park en feu. Je ne peux pas décrire dans le temps additionnel, alors que l'Écosse doit l'emporter pour se qualifier. Je ne peux pas décrire cette frappe de Kieran Tierney et l'histoire incroyable de Kieran Tierney qui enveloppe un ballon, lui donne un effet animé et bat Kasper Schmeichel. Et je ne peux pas décrire les commentateurs et leurs réactions sur le résumé de la chaîne de l'Écosse au 4-2. Ce but de derrière la ligne médiane de McLean. Juste allez écouter. Allez voir, allez écouter. C'est totalement fou. Ils sont totalement dingues. Et très content de voir l'Écosse à la Coupe du Monde américaine. Donc j'espère qu'on verra aussi l'Irlande. Ce serait magnifique. Mais ouais, Écosse-Danemark, un des plus grands matchs des dernières années. Clair et net. Allez voir le plus long résumé que vous pouvez. C'était un régal. Enfin, tout en haut, et j'ai mis ça tout en haut, devant Irlande, devant Écosse, parce que Curaçao, Haïti, les magnifiques histoires du mondial. Curaçao d'abord, en tenant le match nul contre la Jamaïque, c'était dans la zone CONCACAF, en tenant le match nul 0-0 à Kingston, Curaçao est devenu officiellement
le plus petit pays de l'histoire à aller au mondial. Donc on avait sur la trêve d'avant le Cap-Vert qui était en train de challenger l'Islande, mais c'était quand même un peu plus d'habitants que l'Islande, qui restait le pays, du coup en 2018, avec la plus petite population à participer au mondial. Mais Curaçao, c'est genre 150 000 habitants, plus de 2 fois moins que l'Islande, qui a 400, je crois, un truc comme ça. Peut-être qu'un jour, les îles Féroé le feront et ils deviendront encore plus petits, un pays encore plus petit que Curaçao à le faire. Parce que les îles Féroé, en plus, c'était pas mal, je crois. Ils ont pris 12 points dans leur groupe de qualif. Auraient pu accéder potentiellement au barrage, pas si loin que ça de le faire. Les îles Féroé, c'est de mieux en mieux. Mais Curaçao, ouais, incroyable. Donc cette petite île au bord de la côte du Venezuela, une île néerlandaise. Donc la dénomination officielle, c'est un État autonome du Royaume des Pays-Bas. Donc ici, ils sont très très contents. Il y a des restaurants courassiens. Mon ancien coiffeur était courassien, j'ai pensé pour lui. Ça fait partie des îles ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao, État du Royaume néerlandais, donc qui sont autonomes sur la plupart des choses, mais par exemple les citoyens, les personnes qui naissent à Curaçao, les Courassiens sont automatiquement néerlandais aussi, et donc par le biais de cette nationalité néerlandais aussi citoyens de l'Union européenne. Donc c'est peut-être l'équivalent, c'est Nouvelle-Calédonie en France, c'est ce que ChatGPT dit en tout cas. Mais ouais, assez extraordinaire ce qu'ils ont fait. Cette toute petite île qui a l'air magnifique. Dick Advocat en est le sélectionneur, lui, à 78 ans. Je me souviens de lui, coach des Pays-Bas à l'Euro 2004. Et il est de retour. Il a entraîné genre une dizaine de sélections, une dizaine de nations. Il a réussi un des paris les plus extraordinaires de sa carrière. Et il n'aura plus jamais à acheter un cocktail à Curaçao. Ils seront tous offerts. Curaçao, incroyable, peut-être l'histoire la plus fantastique de ces qualifs Coupe du Monde. La zone CONCACAF, dans l'absolu, offre de belles histoires. Parce que Haïti l'a fait aussi, le Panama aussi, mais Panama, on s'en souvient, en Coupe du Monde 2018. En plus, c'était un peu compliqué ensuite dans la phase de groupe. Mais Haïti l'a fait en battant le Nicaragua et en apprenant ensuite au rond central le match nul du Honduras. Donc ouais, réaction énorme aussi. Le match, il se tenait à Willemstad, je crois, à Curaçao. Si je dis pas de bêtises, Haïti l'a fait. Bonne petite équipe qu'ils ont, en tout cas avec Jean-Rickner Bellegarde, qui du haut de sa valorisation à 18 millions, explose toute la zone CONCACAF qui était en train de participer, qui était en train de chercher à se qualifier, parce qu'effectivement, avec déjà les qualifs du Canada, du Mexique et des États-Unis validés en tant que co-hôtes, ça ouvrait des places pour d'autres plus petites nations. Mais par exemple, Costa Rica n'y est pas, Trinité et Tobago, qu'on avait vu à quelques mondiaux, notamment en 2006, si je me souviens bien, n'y est pas. Donc ouais, Curaçao, Haïti, assez fou. Et du coup, en play-off, comme on a dit, Jamaïque, Suriname, une ancienne colonie néerlandaise, et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie qui pourrait le faire, ça ce serait fou. Pour ça, et pour la Bolivie aussi, il faudra sortir déjà un adversaire là, et ensuite soit la RDC, soit l'Irak. Ce qui sera pas évident, mais qui nous offrira une très belle trêve en mars aussi. Donc voilà les gars, c'était assez basique, un petit récap de ce qui s'est passé là sur les derniers jours. Le foot international fait vraiment kiffer. Il y avait une époque où j'étais moins branché foot international quand je commençais à suivre le foot, surtout à fond dans l'OL et la Champions. Je suis toujours à fond sur la Champions, le niveau de jeu est comme on sait, mais le fait que ces nations et les joueurs dans le cadre de leur nation se battent avant tout pour la gloire, et une gloire qui les dépasse même individuellement, c'est magnifique. La Coupe du Monde, ça va être génial. Cet été, oui, il sera historique. Et même à 48 nations, j'ai aucun problème avec ça. Plus de belles histoires, plus de gros matchs, plus de matchs déséquilibrés aussi. Il y en aura à la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Mais qui est pas hypé par le fait de voir Curaçao ou Haïti accéder au mondial? Haïti, c'est pas le premier, mais c'est le premier au 21e siècle. Curaçao, c'est le premier tout court. Il y a de magnifiques histoires à écrire. Ça va être génial. J'espère que ce petit récap vous a plu, les gars. Je vais prendre la route là dans pas longtemps, pendant plusieurs semaines, un déplacement forcé. On va essayer de mettre en place une station mobile pour faire quand même le max de vidéos, notamment couvrir la Champions, les gros matchs de ce week-end. Mais donc ouais, c'est peut-être légèrement moins de contenu que prévu.
J'espère que ça vous plaira quand même et on essaiera d'en faire le maximum. Prenez soin de vous les gars, passez un très très bon jeudi et on se dit à très vite.